Bonjour et bienvenue dans ce webinaire SACEM Plus Apax Designs qui est consacré aujourd'hui à l'ESX24, le sampler de Logic Pro 10. Ce webinaire est animé par Jean-Louis Hennequin qui est Apple Certified Mentor Trainer sur Logic Pro 10. Et à la suite de cette présentation, Jean-Louis répondra aux questions que vous aurez posées tout au long de ce webinaire et à celles que vous continuerez de poser par la suite. Je passe donc la parole à Jean-Louis. Jean-Louis, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. On est en direct live, donc il va y avoir beaucoup de choses qu'on va voir sur le XS24 aujourd'hui. Le XS24, donc, qui est le sampler intégré dans Logic Pro 10, comme vous le savez tous. Alors, la première chose, juste un petit récapitulatif de surtout un sampler, à quoi ça sert? Parce qu'aujourd'hui, on a souvent perdu un petit peu le sens de ce que c'est que le mot sampling, puisque surtout on utilise des samplers pour lire des banques de sons toutes faites. On utilise tous Contact, qui est un excellent lecteur d'échantillons, mais qui, au niveau du sampling, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui font beaucoup de sampling pur avec Contact, mais c'est pas une sinécure. Alors c'est vrai que l'autre école, dans le rap, le hip-hop, les musiques électroniques, on utilise beaucoup de machines dédiées, hein. Bon, évidemment, la génération des Akai, MPC, mais également maintenant, machines ou même des logiciels comme Live qui sont vraiment faits pour faire du sampling, dans un contexte un petit peu, particulier. Mais, c'est l'occasion justement de revenir aux fondamentaux du sampling parce que le XS24 lui, on voit souvent que ce côté-là, mais aujourd'hui on va se concentrer sur comment justement on l'utilise, pour faire du sampling pur. Alors le sampling au sein d'un logiciel tel que Logic ou d'autres DAW a une autre dimension évidemment, qu'il ne faut pas sous-estimer. Quand on avait un S900, un S1000 ou un S3200, on rentrait des sons à l'intérieur du rack, on les éditait avec une molette, un tout petit écran et puis ensuite on les reproduisait avec un clavier MIDI. Dans, Logic, l'interaction entre ce qui se passe dans l'arrangement et le sampler EXS24, ça c'est du sampling d'une manière super efficace en utilisant finalement un sampler qui, est intégré dans le moteur audio de Logic et non pas un plugin qui finalement, est relié par, les moyens traditionnels des autres plugins. Alors donc, les banques, de l'EXS24 sont très bien. On verra qu'elles ont des petits secrets. Donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui déjà, on va justement, regarder une technique qui nous permet tout simplement de bien, extraire des sons de l'arrangement pour pouvoir les mettre dans l'échantillonneur après. Alors il y en a plusieurs et on va commencer par une technique, qui, utilise, le Marquee Tool. Je vais juste faire un petit, résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, pour que vous sachiez, à quelle sauce vous allez être mangés. Donc, on va d'abord effectivement faire cette petite manipulation et voir à quel point ce qui se passe dans l'arrangement est directement accessible dans le sampler et comment on va pouvoir ensuite l'éditer en utilisant les outils d'édition de Logic, mais au profit du sampler. Ensuite, on verra quelques manipulations, intéressantes, notamment comment on peut transformer, une boucle audio, en instrument d'échantillonneur. On verra qu'il y a un petit truc assez sympa avec ça. Mais également, heu comment on va pouvoir se servir pour, de l'échantillonneur pour, dans le cas d'un remix par exemple, heu, très simplement utiliser des sons de voix, des pistes de voix et les conditionner à l'intérieur d'un sampler pour pouvoir leur faire faire des traitements spécifiques au sampler. Ensuite, on regardera en détail dans l'éditeur de l'EXS24, les différentes, fenêtres et les différents réglages qu'il y a dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et il y a des choses qui permettent vraiment d'être, extrêmement, efficace et c'est très puissant et pour ceux qui utilisent des Akai ou des choses comme ça de l'époque, on est vraiment en terrain de connaissance. On verra également comment on utilise, bah, le file editor, hein, l'éditeur d'échantillons, de Logic pour faire une boucle parfaite dans l'échantillonneur et non pas, uniquement dans l'arrangement. Et puis en dernier, on fera quelque chose, qui est un petit peu méconnu, mais qui est vraiment, une des fonctions les plus puissantes, de l'EXS24 qui sont les Articulation ID. Les Articulation ID, c'est ce qui nous permet, à l'intérieur du sampler, de passer par exemple d'une articulation legato pour des cordes à pizzicato ou staccato et on verra qu'avec les Articulation ID, ce qui est génial, c'est que
On peut le faire note à note, c'est-à-dire que dans la même piste MIDI, on peut avoir des notes qui jouent staccato et d'autres qui jouent legato. On verra comment on met ça, en place. Alors pour commencer, je vais me consacrer à, la bonne sélection, la bonne manière de sélectionner à l'intérieur, heu, d'une piste audio des échantillons de façon à pouvoir les basculer dans notre sampler. Alors ici, j'ai une piste de caisse claire. Alors au passage, ça va nous permettre de réviser quelques petits raccourcis clavier, vraiment, importants. Donc, ici, j'ai ma caisse claire. J'ai envie d'écouter cette région-là en solo. Donc le raccourci du solo maintenant, c'est CTRL S, hein, et puis le raccourci pour lire ma région depuis la sélection, c'est majuscule et barre d'espacement. Voilà, alors évidemment, il nous faut également zoomer pour voir les choses de façon, suffisamment, nette pour pouvoir faire un travail, intéressant. Je vous rappelle au passage que pour zoomer, c'est CTRL ALT qui va nous permettre de zoomer dans une certaine zone. Et donc maintenant, on va commencer notre travail de sélection. Alors effectivement, ceux qui connaissent déjà bien Logic savent qu'en appuyant sur la touche commande, notre pointeur se transforme en outil commande, et donc ce fameux Marquee Tool, qui est l'outil le plus puissant de Logic, nous permet de faire une sélection. Donc vous pourriez très bien faire une sélection comme ça, et ensuite faire de l'affinage, tout simplement en rajoutant la touche Shift et en réduisant votre sélection, et cetera, et cetera. Bon, ça effectivement, c'est une méthode qui va fonctionner, mais qui malheureusement est vraiment pas rapide. Donc il y a une méthode bien mieux, qui est toujours à base du Marquee Tool, qui consiste à cliquer avec notre Marquee Tool. Donc vous voyez que là j'ai ma touche commande qui est enfoncée, je clique de façon à créer un marqueur de Marquee Tool, et puis maintenant, je vais me déplacer avec mes flèches, les flèches de mon clavier, de façon à positionner ma tête de lecture à l'endroit où j'ai envie de la positionner. Donc vous voyez qu'en ayant déplacé juste une fois avec ma flèche, eh bien ma tête de lecture, je veux dire mon marqueur de Marquee Tool, je vais écarter ma tête de lecture justement pour pas qu'il y ait de confusion, se trouve sur la transitoire. Si je me déplace avec ma flèche droite, regardez, je navigue de transitoire en transitoire. Et avec ma flèche gauche, je reviens en arrière. Donc là, pour isoler cette caisse claire-là et la mettre dans mon EXS24, par exemple, je vais ajouter la touche majuscule, je vais avancer vers la droite avec ma flèche, et là, je me retrouve avec une sélection Marquee Tool, donc de mon échantillon qui est parfaitement délimité, et j'ai plus qu'à cliquer dedans pour créer une région. Voilà, donc ça c'est la première, effectivement la première petite manipulation à faire quand vous voulez extraire, là par exemple, cette caisse claire de mon de ma piste audio. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une nouvelle piste. Alors, vous savez que les pistes, en général, quand vous voulez les créer, il faut vous mettre sur une piste pour que ça crée la piste sur la piste juste en dessous. Donc là, en l'occurrence, je vais créer une piste d'instrument virtuel. Alors, évidemment, je pourrais cliquer sur ce petit bouton ici que vous connaissez, et qui me permet d'ouvrir le dialogue de piste. Mais puisqu'on est entre gens de bonne compagnie, il ne faut pas oublier qu'il y a des raccourcis, même pour créer une piste, qui sont extrêmement efficaces. Là, notamment pour créer une piste d'instrument virtuel, puisque je vais créer une piste avec un EXS24 dedans, je vais appliquer la commande Alt et Est comme Software Instrument. Et donc là, ça me crée directement une piste avec un instrument virtuel ici. Alors, je vais la remonter d'un petit cran parce que j'ai envie qu'elle soit juste en dessous de ma piste de batterie acoustique. Et donc ici, évidemment, je vais changer l'instrument et je vais mettre donc un EXS24 sampler stéréo. Bon, jusque-là, rien de bien mystérieux, tout ça vous connaissez. Alors, simplement pour se rappeler à quel point c'est facile d'utiliser le XS24, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir l'éditeur de l'EXS24. Alors là, c'est vrai que c'est une fenêtre qui est un peu rébarbative parce que bah, elle est très numérique, etc. Mais là où c'est sympa, c'est que quand je vais prendre ma région qui est ici et que je vais simplement la faire glisser à cet endroit-là, automatiquement, maintenant, je me retrouve avec ma caisse claire qui est déjà préaffectée à un groupe. Alors là, en l'occurrence, vous voyez qu'on est très, très dans la philosophie des sampleurs hardware dans le temps, puisque là, effectivement, ici, nous avons la note à laquelle l'échantillon va être joué à sa vraie hauteur, hein. C'est-à-dire que si je joue ici, j'ai une toute petite caisse claire, et si je joue ici,
une caisse claire très grave. Donc cette note-là, elle est très importante, c'est la note de référence de l'échantillon. Et ici, j'ai la zone. Alors la zone, évidemment, je pourrais la taper numériquement là-haut, mais je peux aussi tout à fait, tout simplement la réduire en, essayant, alors c'est pas toujours évident de choper le point, mais normalement ici on peut, réduire la zone tout simplement en la draguant. Et vous voyez qu'ici, en fait, ça réduit ma fenêtre, donc je vais me servir de la façon la plus simple, donc le pavé numérique qui est quand même très efficace, C3 et par exemple C3. Voilà, donc maintenant ici, ma caisse claire ne joue plus que sur une seule note, celle où elle est, normalement référencée de base, voilà. OK, donc là maintenant, effectivement, ça c'est la façon, la plus simple de prendre des échantillons. Donc si vous vouliez vous constituer rapidement un kit de batterie à partir de quelque chose qui soit extrait de pistes audio que vous avez récupéré d'une session par exemple, ça serait la façon de faire, hein. Donc ici, c'est vrai que là j'ai un kit quelque part, la même méthodologie pourrait s'appliquer, hein. Donc, ça, c'est la 1re chose. Donc là, bien sûr, maintenant, vous avez créé un échantillon qui est ici et heu, on va quand même regarder un petit peu l'intégration du sampler avec Logic. C'est-à-dire que si vous faites ici sur la petite flèche un petit clic, vous allez pouvoir ouvrir, cet échantillon à l'intérieur, heu, de notre, échantillonneur et donc ce qui veut dire qu'ici, on pourrait tout à fait raffiner, le travail qu'on a fait auparavant et alors ici, pour une raison, voilà, ici, la voilà. Voilà donc une région qui a été prise et donc je pourrais tout à fait affiner mon réglage ici si j'en avais besoin. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure quand on fera, un travail sur, des voix pour un remix. Donc pour l'instant, on va refermer, cet échantillon, hein, ce programme. Logic va nous demander si on veut le sauvegarder et donc il faut bien comprendre qu'effectivement si vous étiez, dans le cas où vous vouliez, sauvegarder ce programme, vous pourriez l'enregistrer ici en le renommant et le retrouver ensuite dans votre, de Logic, cette bibliothèque à laquelle vous accédez à cet endroit-là. Vous voyez, mon instrument, il est là. Pour l'instant, je ne vais pas le sauvegarder, mais je le retrouverai ici si jamais j'avais voulu le sauvegarder. Alors maintenant, donc, nous allons, passer à quelque chose, d'un petit peu différent. Heu, Nous allons transformer une boucle en échantillon, et donc en piste d'échantillonneur. Donc ici, je vais sélectionner, cette piste-là. Cette piste-là, pardon pour le micro, là, je m'étais un petit peu éloigné du micro. Cette piste-là, nous permet en fait, d'écouter une boucle assez complexe. Voilà. Donc ici, je vais transformer un petit morceau de cette boucle-là en une région, MIDI et créer en même temps, le programme d'échantillonneur qui correspond. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà isoler une région de une mesure, hein, de façon à ce que ça soit, heu, utile sous forme de boucle, hein. Si je fais ce genre d'opération, ça n'est évidemment pas pour avoir une boucle qui fasse 80 mesures, ça a pas tellement d'intérêt. Donc ayant fait cette manipulation, je vais me diriger vers le menu piste de Logic qui est ici, parce qu'en fait ça c'est un réglage, est une fonction qui concerne la piste et donc je vais convertir les régions en une nouvelle piste d'échantillonneur. Alors quand vous allez faire ça, il va se passer plusieurs choses, hein. Il va se passer d'abord, que, votre piste originale va être mutée, hein, enfin vous allez voir qu'il y a un dialogue qui va s'ouvrir et qui va nous demander, qu'est-ce qu'on veut faire et puis, Logic va analyser les transitoires, de l'échantillon que vous êtes en train d'analyser, pour créer un programme de XS24 avec déjà tous les sons à l'intérieur. Alors, donc, je vais cliquer sur la petite fonction et donc là, ici, vous voyez qu'on nous propose de créer des zones soit depuis les régions, soit depuis les marqueurs d'éléments transitoires. Donc nous, on va choisir marqueur d'éléments transitoires parce que nous voulons découper la boucle, selon tous les coûts de batterie qu'on a, hein. Donc c'est pour ça qu'on choisit les éléments transitoires. On verra tout à l'heure l'utilisation des régions quand on fait un remix avec de la voix, par exemple. Donc ici, je vais choisir quelle est la première note sur laquelle je veux que mon premier échantillon soit placé. Donc là,
bah, vous avez toutes les notes disponibles dans la gamme du MIDI. Donc je vais me mettre sur le Do 1, qui est traditionnellement le premier, la première note du général MIDI qui correspond au pied. Et puis donc, vous voyez qu'ici, Logic a déjà compris qu'il allait donc me créer un instrument EXS avec 7 zones. Hein, il a déterminé qu'il y avait 7 zones pour un maximum de 92. 92 pourquoi? Parce que je pars de Do 1 et non pas de Do moins 2 qui est la première note du MIDI. Et donc maintenant, bah, je vais cliquer sur OK. Logic va travailler. Voilà. Donc maintenant ici, bah, on se retrouve avec effectivement un échantillon et cet échantillon-là, on va l'écouter en solo. Vous voyez que c'est une région MIDI qui a été créée. Voilà, donc ici, j'ouvre mon éditeur d'échantillons. Voilà, donc ici, maintenant, effectivement, on est découpé en échantillons façon Stylus et Remix, hein, et donc chromatiquement, on a tous nos échantillons. Alors bon, ça, effectivement, ça peut être intéressant. On peut intervertir les notes MIDI, on peut faire des tas d'éditions MIDI si on a envie, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'EXS24. Donc je rouvre mon EXS et la fenêtre Edit, et donc ici, effectivement, bah, on voit que tous mes échantillons sont bien édités et ils sont comme ça. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de notre échantillonneur, notre éditeur d'échantillons audio. Alors vous voyez qu'ici, bah, là j'ai plein de notes qui sont pas sélectionnées, hein, tout simplement parce que là, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois l'intégralité de toute ma piste, en fait. Donc on est en train de travailler, vous voyez que ma petite fenêtre qui est là-haut me montre qu'on est en train de travailler sur la totalité de mon fichier. Et si je veux voir effectivement euh, l'échantillon sur lequel je travaille, vous voyez, j'ai amené ma petite fenêtre de résumé ici, et là je vois qu'effectivement ça c'est le premier échantillon que Logic a isolé et qu'il a placé sur un key group. Mais vous voyez qu'on n'a pas créé de nouveaux échantillons, et donc c'est bien le fichier audio original bah, qui est utilisé à l'intérieur de mon sampler sans l'altérer en aucune manière. Donc en fait, c'est bien la preuve de l'intégration totale de l'arrangement de Logic avec, bien sûr le sampler de Logic, ce qui est la moindre des choses. Donc si je clique sur mon clavier ici, j'ai bien mon pied, donc très bien. Une charlet, là j'ai rien. Et là, voilà, ça c'est mon dernier groupe, hein. Donc là, j'ai ma charlet. Alors, donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a au niveau de notre affichage ici. Alors, nous avons évidemment ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ici les notes de référence de l'échantillonneur, et ici leur plage. Alors, il y a beaucoup de choses que l'on peut choisir d'afficher. Là, je vais agrandir un petit peu la fenêtre de l'EXS24 de façon à ce qu'on voit qu'on a encore de la place. Et donc, ici, on a un certain nombre de choses. Quand on est sur de la batterie, notamment, ici, vous avez la case One Shot. One Shot, ça veut dire que si vous la cochez, hein, ceux qui ont fait du S900 ou du S1000 savent de quoi je parle, quand je vais jouer la note, même si elle a une grande longueur, ce qui n'est pas le cas ici, elle va jouer jusqu'au bout sans tenir compte de l'enveloppe du sampler. Donc pour de la batterie, pour des effets de cymbales ou des choses comme ça, bah, c'est vraiment une case à cocher, puisque quand vous allez frapper la cymbale, vous ne voulez pas que éventuellement la cymbale eh bien, s'arrête de jouer parce que l'enveloppe de votre sampler est trop courte, hein. Donc one shot, c'est vraiment adapté aux échantillons dont vous voulez être certain qu'ils jouent jusqu'à la fin, même si vous relâchez la note sur votre clavier ou si la programmation, la note est relativement courte. Ici, inversé, bah, évidemment, on comprend bien qu'ici, on a l'inversion du sample automatique, donc rien de très nouveau là ici. Par contre, ce qui va être vraiment intéressant de noter, c'est la sortie. Alors la sortie, vous savez que le XS24 est un instrument multi-sortie d'origine, donc évidemment quand on fait des programmations de batterie ou même des effets spéciaux ou n'importe quoi qu'on a envie de traiter séparément à l'intérieur de la table de mixage de Logic, il va falloir à un moment donné se préoccuper bah, de router les choses différemment, suivant que c'est le pied, la caisse claire, etc. Donc vous voyez que nous avons ici des sorties stéréo et ici des sorties mono, adaptées par exemple à de la batterie éventuellement. Mais on va regarder un petit peu plus avant justement parce que groupe, qu'est-ce que ça veut dire que groupe? Bah, vous voyez qu'ici nous avons un bouton zone qui nous montre en fait toutes les zones que l'on voit ici. Donc
Donc ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, évidemment, le bouton groupe, lui, va nous donner un affichage qui est différent. Un affichage dans lequel on va pouvoir faire des réglages globaux pour tout un groupe d'échantillons. Là, on n'a pas énormément d'échantillons. Maintenant, évidemment, si on avait énormément d'échantillons, on ouvrira un programme tout à l'heure où il y a énormément d'échantillons et on comprendra vraiment l'intérêt de grouper les choses. Donc, grouper les choses, bah, évidemment, ça va nous permettre, par exemple, de regrouper tous les sons de pied. Hein, ce pied qui est ici, bah, je vais peut-être le mettre dans un groupe de pieds parce que je veux le sortir sur une sortie séparée dans laquelle je vais traiter mon pied éventuellement. Donc, dans ce cas-là, je vais aller dans le menu groupe ici et je vais créer un nouveau groupe. Vous voyez qu'ici, un petit dossier nouveau s'affiche. Donc, je vais essayer d'agrandir un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Je vais tout de suite le renommer en kick. Et donc maintenant, attention, vous voyez que je suis venu évidemment dans un dossier dans lequel pour le moment il n'y a rien. Il faut que je revienne ici et cette zone qui est donc un pied, je vais la faire tout simplement glisser dans kick. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que j'ai un deuxième dossier ici qui s'appelle dissocier. Regardez quand je clique dessus, j'ai, bah, pour le moment, j'ai rien dedans. Maintenant, dans mon kick, j'ai mon pied. Ici, j'ai toutes mes boucles d'origine de ma EX1624 et donc maintenant, évidemment, je vais ça, c'est une caisse claire, donc vous avez bien compris le principe. Je vais évidemment créer un nouveau groupe qui va s'appeler snare et dans ce groupe-là, je vais faire glisser, eh bien, toutes mes caisses claires. Donc ça, c'est une caisse claire, je la mets dans snare. Alors, on se rappelle que le fa dièse 1, c'est une charlet, hein, donc il y a d'autres charlets, mais elles sont mélangées avec le pied, donc on va juste simplement créer un nouveau groupe qu'on va appeler HH ici. Et donc ici, j'ai plus qu'à faire glisser, voilà, cet échantillon ici. Donc là, maintenant, j'ai un pied, une caisse claire et une charlet qui sont séparés. Alors, à quoi vont nous servir ces groupes? C'est bien d'avoir fait ça. Si c'est juste pour une question de tri, c'est pas mal. Mais ce qu'on va pouvoir faire, qui est beaucoup plus intéressant, c'est que quand on va aller dans le bouton groupe, on va pouvoir, en cliquant sur un des groupes, aller choisir un certain nombre de réglages qui vont être globaux. Et donc, les réglages globaux, par exemple, ça va pouvoir être eh ben, la sortie. Donc si ici, je dis que tous les pieds doivent sortir sur la sortie numéro 11, eh bien ça veut dire qu'ils vont plus sortir sur la sortie gauche-droite. Sauf que pour l'instant, je suis sur une sortie, sur une version de l'échantillonneur de l'XS24 qui est stéréo. Alors on va tout de suite changer ça, hein, de façon à ce qu'on comprenne euh, comment est-ce qu'il faut faire, parce que ça c'est vraiment important. Donc là, je vais me diriger à cet endroit-là, c'est-à-dire à ma fenêtre, et là, surtout, ce qu'il faut, c'est basculer à cet endroit-là en multi-sortie et surtout pas retourner ici et vous mettre en multi-sortie parce que sinon vous allez perdre le contenu de votre échantillonneur. Hein. Donc vraiment toujours, c'est là-haut sur l'échantillonneur déjà existant que vous passez en multi-sortie. Alors là, évidemment, il va me demander d'enregistrer quand même parce que là, il va le recharger et donc vous voyez là, il m'a bien euh, sauvegardé et j'affiche bien maintenant le programme que je viens de sauvegarder, donc je n'ai qu'à le rouvrir. OK, alors si je me mets en mode de groupe ici donc, je vois que, ma grosse caisse donc elle est en sortie numéro 11, ma caisse claire, je vais la mettre en sortie numéro 12 et ma charlet par exemple en sortie numéro 13. Donc tout ça sont des sorties mono. OK, donc là, bon bah, pour l'instant les sorties, j'ai affecté les sons dedans, mais elles n'existent pas encore dans ma table de mixage. Donc, je vais ouvrir ma table de mixage ici, un raccourci X, ça vous le savez. J'ai sauvegardé puisqu'évidemment là je viens de faire une modification. La touche V me permet de cacher le sampler pour l'instant, donc je vais le cacher puisque ça ne m'intéresse pas trop. Et puis ici, vous voyez que là, j'ai mon échantillonneur. Mon échantillonneur, pour le moment, il s'appelle instrument 9. Je vais tout de suite le nommer EXS pour être sûr de le reconnaître. Et vous remarquez qu'ici, j'ai un petit plus. Ce petit plus va me servir à rajouter des tranches auxiliaires à mon EXS de façon à pouvoir, eh bien, tout simplement. Alors, on a un petit problème, apparemment, il ne veut pas me créer la piste auxiliaire.
Alors, il y a quelques petits bugs graphiques sur Logic, parfois, ça arrive. Donc je vais refermer ma table de mixage et je vais la rouvrir. Et on va voir si ça change quelque chose. Et pour une raison inconnue, le XS ne veut pas changer. Alors je vais quand même vérifier. Oui, je suis bien en multisortie. Donc je vais repasser de stéréo à multisortie, espérant que ça va pouvoir fonctionner cette fois-ci. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Donc j'essaierai de vous le remontrer tout à l'heure avec un autre échantillonneur. C'est toujours comme ça, c'est l'effet Bonaldi, comme on appelle ça. Mais vous voyez, ce petit plus va vous permettre toujours de créer normalement les sorties supplémentaires et tout simplement ici euh, de choisir quelle est la sortie supplémentaire que vous allez affecter. Bon, je vais passer à autre chose pour l'instant. Donc là, vous voyez, le principe des zones dans le XS24 va nous permettre de faire des choses vraiment intéressantes. Alors pour l'instant, puisque les sorties séparées n'ont pas voulu fonctionner, on va se concentrer sur d'autres choses que l'on peut faire, et notamment utiliser les filtres. Alors, je vais mettre ici cette petite partie en boucle, hein, on est en solo, donc vous vous rappelez que pour que la région qui est sélectionnée, hein, quand elle est comme ça, c'est qu'elle est sélectionnée et en solo, je vais tout simplement appuyer sur la touche U de mon clavier, qui va avoir pour effet de mettre les locators sur la sélection. Et donc ensuite, je vais mettre le mode cycle, hein, le mode cycle qui s'active avec la touche C de mon clavier. Et donc là, je vais pouvoir entendre ma région en boucle. Donc là, on n'entend que l'échantillon, on est bien d'accord. Voilà, alors ce qui va nous intéresser, nous, c'est de s'apercevoir que au niveau de la fenêtre, on n'a pas tout affiché. Donc ici, on a dans le mode présentation donc des zones, la possibilité d'afficher différents paramètres qui ne sont pas tout de suite affichés. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas les paramètres de zone, hein, puisque ça, on y reviendra un petit peu plus tard quand on travaillera sur la voix, mais les paramètres de groupe. Parce que dans les paramètres de groupe, on a des paramètres qui n'existent pas ailleurs, et notamment, on a les filters offset. Alors, les filters offset ici sont cochés, et donc c'est la raison pour laquelle vous voyez le filter offset. Et bien tout simplement, dans le XS24, que je peux rouvrir en cliquant sur le petit bouton qui est ici, s'il ne l'est pas déjà, voilà, il est bien ouvert, donc pas de problème. Ici, je n'ai qu'un réglage de filtre. Donc si j'active mon filtre ici et que j'enlève et que je ferme le filtre, je filtre l'ensemble. Eh bien, le paramètre d'offset de filtre va nous permettre d'avoir des réglages différents par groupe. Donc là, par exemple, si le réglage de pied filtré me plaît, mais que la caisse claire, j'ai envie de la garder avec un filtre plus ouvert, eh bien ici, je vais tout simplement me mettre ici et alors je vais taper une grande valeur, hein, 127. Donc du coup là, alors je ne vais pas au-delà de 50, vous voyez. Donc là, ça veut dire que le filtre du kick, eh bien, il va être tel que je l'ai réglé sur le bouton de l'échantillonneur lui-même, alors que la caisse claire, elle, va garder un filtre beaucoup plus ouvert avec une valeur de plus 50. Donc là, si on écoute, voilà, on entend que ma caisse claire, effectivement, elle n'est pas filtrée, alors que le pied reste filtré. Et évidemment, la chose vaut pour la Charleston, puisque elle, on a envie évidemment que la Charlet ne soit pas filtrée du tout, peut-être. Voilà, on entend bien notre petit contretemps de Charlet à la fin. Je ne suis pas sûr que vous l'entendiez extrêmement bien en fonction des conditions de diffusion, mais en tout cas, voilà, le principe c'est ça, c'est que quand vous avez réglé des groupes, vous avez la possibilité de régler des tas de choses, hein. Et voyez qu'ici, notamment, vous pouvez changer aussi l'enveloppe, puisque le XS24 n'ayant qu'une enveloppe globale, enveloppe 1, enveloppe 2, vous allez pouvoir tout à fait changer l'enveloppe des instruments et par exemple raccourcir le decay d'une caisse claire sélectivement, alors que le reste va être non touché. Et dans ce cas-là, c'est le même principe d'offset, c'est-à-dire de décalage en français, hein, c'est pour ça que ça s'appelle décalage. Et donc, la valeur ici, offset 0, ça veut dire que c'est le réglage qui est sur l'interface qui s'applique, alors que la valeur offsetée, plus 50, c'est comme si vous aviez, pour ce groupe-là, tourné le
bouton à plus 50. Voilà, donc ça c'est le principe des offsets et de ce genre de choses. Voilà, donc maintenant, on va alors je vais sauvegarder mon instrument, même si j'ai pas l'intention de m'en servir beaucoup. Donc vous voyez ici, c'est vrai que quand on récupère des boucles sur internet ou des choses comme ça, transformer en boucle d'échantillonneur, quelque chose, que vous avez récupéré sur internet et éventuellement, utiliser son groove, mais pas forcément le son, parce que le son, c'est peut-être un MP3, c'est peut-être quelque chose qui est pas de bonne qualité. Donc vous allez peut-être avoir envie de remplacer les sons, que vous utilisez en gardant le jeu. Donc là, ici, j'ai préservé le jeu de l'analyse de mon de mon analyse, qui a été faite par Logic et je pourrais tout à fait, me rendre dans le XS24 et puis, en allant ici, ben, changer un son et me dire: «Tiens, par exemple ici, sur cette boucle-là, je vais charger un autre échantillon audio» et à ce moment-là, effectivement, aller chercher, des sons dans ma librairie, dans ma bibliothèque, hein. La bibliothèque, qu'on aurait peut-être pu, créer, tout à l'heure, comme on l'a vu, en extrayant, des sons acoustiques d'une belle session que vous auriez faite en studio avec un batteur ou avec un producteur, réputé et donc, vous pourriez ainsi réutiliser facilement des choses récupérées dans un arrangement à l'intérieur de l'échantillon, juste par glisser-déposer. Donc déjà, c'est une fonctionnalité, intéressante qui vient en complément de, ce qu'on vient de voir, transformer la boucle en échantillonnage, hein, donc sélectionner, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le Marquee Tool. OK, alors donc maintenant, heu, on va voir, une autre petite chose, qui est intéressante, une autre application, qui est une application, plus adapté à du remix quand on utilise, des voix. Donc là, je vais dézoomer tout mon projet. Donc vous savez que quand vous cliquez dans le fond de l'arrangement et que vous faites Z, vous êtes, entre le dernier niveau de zoom et le niveau de zoom, où vous voyez l'intégralité de votre projet et donc ici, on va travailler, sur ces pistes de voix. Alors, donc ici, contrôle S me permet de désactiver le solo et là, je vais faire un solo de 2 tranches, ici. Voilà et je vais sélectionner un petit peu ces 2 choses-là. Alors ici, c'est une piste de voix, hein, on va essayer de l'écouter. Now it's gone and you're dead again. I've been in places and I won't pretend that I make it out just to fall on my head. Alors, dans le cas où je veux faire un remix en utilisant des voix, d'abord, il faut se poser la question: pourquoi est-ce qu'on utiliserait un sampler pour des voix alors finalement elles sont déjà sur une piste audio, hein? On peut faire des tas de choses sur une piste audio. Oui, mais il y a des tas de choses qu'on peut faire difficilement sur une piste audio. Par exemple, mettre un filtre, qu'on pilote avec un contrôleur MIDI, qui a quand même un effet assez, traditionnel dans les remixes, ça c'est difficile à faire avec une piste audio. Donc ça, c'est une première raison de mettre dans un sampler. Après, les autres raisons, c'est qu'effectivement, on peut découper la voix beaucoup plus facilement, on peut faire des effets de répétition, on peut faire des effets de pitch et puis également, on peut faire, d'autres effets, comme par exemple mettre une syllabe à l'envers, c'est compliqué à faire dans l'arrangement, hein, puisque l'arrangement ne permet pas de faire ce genre de choses-là, il faut travailler sur l'échantillon. Donc autant le faire dans un échantillonneur. Là, en l'occurrence, on va se servir de l'échantillonneur, tout simplement pour avoir un découpage automatique des phrases. Alors si je zoome sur, ma région, on voit que là, vous avez vu, j'ai fait la touche Z et ça me permet de voir la région sélectionnée en plein écran. Hein, et même, je peux même la montrer encore en plus grand comme ça, si je ferme ma fenêtre de droite. Heu, il y a des petites respirations, il y a des petites choses comme ça, j'ai envie de découper automatiquement et quand là, je vais le faire sur une seule région, ça serait bien de pouvoir faire ça sur toute une piste. Alors je vais utiliser une fonction, qui s'appelle l'éliminateur de silence. Donc l'éliminateur de silence, il se trouve dans le menu édition et non, il se trouve pas dans le menu édition parce que le menu édition a changé récemment. Et donc, l'éliminateur de silence, il s'appelle maintenant supprimer le silence de la région audio. Donc c'est une petite subtilité de langage, mais l'important c'est que, bon, d'abord le raccourci clavier, c'est celui-là que j'utilise tout le temps, c'est CTRL X et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Alors cette fenêtre-là, elle vous donne le résultat de ce que va être,
votre arrangement et comment les régions vont être découpées dans votre arrangement une fois que vous aurez cliqué sur le bouton OK qui se trouve en bas à droite. Donc là, évidemment, on voit que ça n'est pas découpé par phrase, mais parfois, il y a des syllabes qui ont été isolées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de découper automatiquement par phrase. Donc déjà, le seuil de 5 je pense qu'il est pas mal parce que là, vous voyez qu'ici, j'ai un bruit de micro et de respiration qui, a bien été détecté. Par contre, il me reste des tas de petites, choses, qui sont encore découpées et ça m'intéresse pas. Et ça vient de la durée minimale à considérer comme silence que je vais remonter un petit peu. Alors attention parce que là, il faut pas se tromper, on va la remonter très peu et le mieux, c'est d'insérer le pointeur ici et de faire une petite, par exemple, voilà, je vais mettre 4, je fais return. Ah, vous voyez, là, tout de suite, ça ressemble beaucoup plus à ce que j'ai envie d'avoir. Voilà, donc on va dire que ici, mon découpage, je vois nettement que j'ai, 4 phrases. Voilà, donc ici, bah, je vais pouvoir faire OK. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous voyez, mes régions sont découpées et donc j'ai 4 phrases et ces 4 phrases-là, bah, c'est exactement intégrées, bien dans mon échantillonneur et mappées sur mon clavier de façon à pouvoir les jouer, si j'ai besoin, avec l'échantillonneur pour faire les effets spéciaux, qu'on a évoqués, précédemment. Bon, la seule chose, c'est que maintenant, je n'ai pas qu'une seule piste. Et qu'une seule région de ré j'ai celle-ci également et celle-ci, bah, je peux me dire que logiquement, théoriquement, le réglage que j'ai appliqué à ces 4 régions devrait être le bon. Je vais quand même le vérifier, donc contrôle X, puisque maintenant on connaît le raccourci clavier et effectivement, le réglage, paraît assez bon. Donc en général, mon petit truc quand vous utilisez cet éliminateur de silence, c'est toujours de travailler par région, hein, et donc d'avoir des régions pas trop longues, de faire votre réglage de façon précise, hein, parce que vous remarquez que vous ne pouvez pas zoomer à l'intérieur de cette fenêtre-là. Donc là, vous avez suffisamment de précision, mais si vous avez plus de régions, ça serait moins bien. Et une fois que vous êtes content du réglage, bah, vous pouvez essayer de le réappliquer aux autres régions, de façon à pouvoir effectivement eh ben, appliquer en série le réglage. Alors, je vais enlever mon mode cycle ici, parce que vous remarquez que bien qu'étant en solo et avec l'entête de piste sélectionnée, j'ai rien qu'à sélectionner, tout simplement parce que j'ai le cycle ici. Donc j'enlève le cycle, je refais ma sélection, et maintenant je suis bien en solo, hein. Sometimes life it takes you by the hair, pulls you down. Ok, donc maintenant je vais transformer, comme on l'a fait tout à l'heure, cette piste en piste d'échantillonneur. Donc vous connaissez la manip, on va dans le menu piste, convertir les régions en une nouvelle piste d'échantillonneur. Voilà, sauf que cette fois-ci, on va choisir région et non pas marqueur d'éléments transitoires. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, chaque région que j'ai isolée précédemment, eh bien, corresponde à une touche sur mon clavier avec une phrase dedans. Et donc, je vais choisir une note un peu plus centrale de mon clavier, hein, puisque là, on n'est plus dans la batterie, donc je me mets sur le Do numéro 3 comme note de démarrage. Et donc, je vais avoir cette région, hein, c'est ce qui correspond à ce que j'avais isolé. Voilà, donc ici, je me retrouve maintenant avec bah, ma piste originale. Vous voyez que maintenant, elle est mutée. Par contre, effectivement, si maintenant je lis ma piste d'échantillonneur, Sometimes life it takes you by the hair, pulls you down before you know it, it's gone and you're dead again. I've been in places. voilà, donc là on a effectivement la reproduction exacte de ce qu'était ma piste audio, mais sous forme d'échantillonneur. Donc on a un EXS24 que j'ouvre, et puis donc quand je me mets en mode edit, effectivement, je vois que j'ai toutes mes notes, elles sont toutes bien là. Sometimes I've been in wake-ups. You know that I can. Donc avec toutes les possibilités de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir à quel point donc cet échantillonneur est bien intégré avec Logic et son moteur audio, puisque là maintenant, on l'a vu tout à l'heure, on a la possibilité, quand on sélectionne un groupe, enfin une zone, je veux dire, d'échantillonnage, de l'ouvrir dans l'éditeur d'échantillons. Et là, notamment, on va pouvoir faire une boucle. Alors, vous voyez qu'ici, bah, j'ai une petite, une petite fenêtre, hein. Donc cette fenêtre-là, bah, je vais essayer de dézoomer dedans. Donc vous vous rappelez que le dézoom marche exactement comme dans toutes les fenêtres de Logic. Avec commande et flèche horizontale, je peux dézoomer à la main. Et donc ici, mon idée, c'est que, ici, bien sûr, quand je vais jouer ça, Sometimes life it takes you by the hair, pulls you down before you know it, it's gone and you're dead again. j'ai envie de faire un effet ici, j'ai envie de faire un effet de bouclage sur cette note-là, ici. Donc ici, je vais sélectionner une zone,
et je vais essayer donc d'écouter cette chose en boucle. Donc là, vous voyez, je suis bien en mode boucle, et si je me mets en lecture, voilà, donc c'est pas mal. J'ai envie de la synchroniser un petit peu au tempo, donc je vais essayer d'écouter mon clic. Donc je joue mon arrangement derrière. Tac, touc, touc, touc. Est-ce que mon tempo est à peu près le bon? Je dirais un petit peu lent, donc je vais essayer de réduire un petit peu ma boucle. Alors je fais Shift pour réduire ma sélection ici, et là, je pense que je suis plus proche du tempo. Voilà, très bien. Bon, parfait. Donc vous voyez qu'ici, j'ai mes valeurs de boucle qui se sont affichées. Alors pour ceux qui n'utilisent pas Logic Pro 10, ici, quand j'ouvre une fenêtre à partir de l'échantillon, il m'affiche automatiquement les valeurs de sample. Pour ceux qui sont encore sur Logic Pro 9, hein, d'abord je vous incite à passer sur Logic Pro 10 parce que c'est quand même vachement bien. Dans le menu présentation, il faut que vous repassiez en visualisation d'échantillons parce que de base, vous allez vous trouver en mesure et temps, normalement, ce qui veut absolument rien dire dans le cadre de, de l'édition d'échantillons. Alors maintenant, évidemment, j'ai déterminé cette boucle, hein, elle me plaît. Hein, si c'était une boucle pour faire quelque chose un son qui tienne individuellement, indéfiniment, pardon, bah, peut-être que je travaillerai encore un petit peu ma boucle, mais enfin là pour l'instant c'est bien comme ça. Donc maintenant, évidemment, il va falloir que je reporte cette valeur ici à l'intérieur de mon échantillonneur. Alors, évidemment, je pourrais pousser ma fenêtre, ici aller afficher la boucle, hein, vous voyez ici, il faut que je l'affiche quand même ma boucle. Mais bon, évidemment, c'est quand même pas très, très ergonomique. Logic a prévu ça pour vous, et donc il vous suffit, maintenant que votre boucle est faite, depuis l'échantillonneur, la fenêtre l'éditeur d'échantillons, d'aller dans Édition et de faire Sélection vers la boucle d'échantillon. Et là, si vous observez la fenêtre d'en haut, dès que je fais ça, hop, les valeurs de notes sont bien activées. Alors attention, elles sont activées, oui, sauf que ma boucle, pour l'instant, n'est pas activée, elle, parce qu'il faut que je coche cette petite boîte à cocher. Et donc maintenant, quand je vais cliquer sur Sometimes life it takes you by the hair, pulls you down before you know it, it's gone and you're dead again. vous voyez, la boucle est bien active. Boucle dans l'échantillonneur, hein, donc encore une fois, là, on est vraiment dans l'échantillonnage pur, donc les gens qui font de l'électro, du hip-hop, ils samplent beaucoup. Le XS24, c'est vraiment un engin extrêmement efficace pour ce type de travail-là, évidemment, hein. Bah, après, c'est sûr que quand on lit des banques d'échantillons, bah, il y a Contact, il y a ce genre de choses-là. Mais pour du sampling pur et quand on utilise Logic, vous voyez que Logic a vraiment quelques tours dans son sac. Alors donc là, effectivement, donc, on a vu 2 techniques qui utilisent finalement le XS24 de manière automatisée. Avant, on a vu comment l'utiliser de manière finalement manuelle en glissant des choses. Maintenant, on va travailler sur une chose qui est vraiment, dans Logic, qui est l'utilisation, de ce que l'on appelle donc les articulation ID. Alors les articulation ID, un petit préliminaire, là-dessus, qu'est-ce que c'est? Bon, vous savez que les plugins dans les séquenceurs audio numériques comme Logic, ils peuvent pas faire de program change. Donc quand on veut passer, par exemple, sur un instrument, comme des cordes, par exemple, ici, là, j'ai des cordes. Les cordes, elles ont, un petit défaut, hein. C'est vrai que si je me mets là, alors je vais ouvrir mon éditeur. Voilà, et donc on va écouter cette petite session. Donc là, j'ai un son de corde qui a été chargé dans mon EX724, mais ce son de corde, ben, vous voyez qu'il joue tout en marcato, plus ou moins marcato. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir lui faire jouer différentes articulations. Alors jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'avait pas d'autre choix que de charger plusieurs EXS24 et donc de charger par exemple un son marcato pour les basses, des tenues pour les sons aigus et puis par exemple des pizzicato ou du tremolo pour autre chose. Donc ça faisait 4 pistes, 4 fois les échantillons. Bon, c'est pas très bien à gérer. Donc là, en l'occurrence, dans certaines des banques de l'EXS24, notamment cette banque là qui s'appelle Full Strings avec un petit plus à côté, si vous allez ici, vous allez voir que d'abord, vous avez des groupes et que les groupes, vous voyez, ils sont regroupés par type d'instrument.
Donc évidemment, là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment on va pouvoir passer, par exemple, du mode legato forte au mode tremolo. Et bien ça, en fait, au niveau de l'EXS24, vous allez voir qu'en présentation, dans le mode groupe, on a la possibilité d'activer cette option qui n'est pas activée par défaut, qui est la sélection par regroupement. Et donc la sélection par regroupement, alors ici, effectivement, je ne peux pas redimensionner cette fenêtre-là, mais vous voyez, l'Articulation ID a été sélectionné. Donc l'Articulation ID, ça va être une forme de regroupement. Donc, en fait, au lieu de regrouper par un canal MIDI, par exemple, on est en Articulation ID, et là, on va donner un numéro d'Articulation ID à, par exemple, Legato Forte. À quoi est-ce que ça va nous servir? Parce que là, je comprends que ça peut être encore un petit peu obscur. Vous voyez que chacune de mes lignes ici a un numéro différent, ou presque, hein, puisqu'on a certaines choses où il y a le même numéro, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Tout simplement parce que ça va nous permettre de faire un petit peu comme on fait avec ce qu'on appelle les key switch, par exemple dans Contact, de passer d'une banque de sons à l'autre. Mais là où c'est largement supérieur à ce qu'est capable de faire Contact, c'est que dans Contact, quand vous passez d'un key switch à l'autre, ça veut dire que vous passez d'une banque à l'autre, mais vous ne pouvez pas cumuler les deux banques. Vous ne pouvez pas avoir en même temps du détaché et du legato, par exemple. Alors qu'avec les Articulation ID, si. Donc ici, je vais refermer cette fenêtre-là, vous avez compris le principe. Donc vous pourriez très bien créer des groupes d'instruments, ensuite choisir comme type de regroupement eh bien, Articulation ID et attribuer un numéro en fait à un certain type d'articulation. Hein. Ici, on voit qu'on a forte, trémolo, etc. Vous allez entendre le résultat tout à l'heure. Donc, je vais fermer cette fenêtre-là, parce que maintenant, évidemment, comment est-ce que je vais faire au niveau de mon piano roll ici pour déterminer que, par exemple, ça doit jouer marcato, ça, je vais mettre des pizzicato, et ça, un legato, et puis ici, je veux un petit effet de trémolo ici. Bah, tout simplement, je vais aller dans mon éditeur de liste, parce que dans l'éditeur de liste, je vais avoir moyen d'attribuer un articulation ID séparément pour chaque note, et donc de cumuler les 4 articulations. Le jig va savoir quel sample il doit jouer en fonction de ce paramètre. Alors, pour ouvrir ma liste d'édition, vous savez qu'il y a évidemment il y a le petit bouton là-haut. Hein. Vous avez un raccourci qui est D, comme Edit. Vous savez que dans Logic, en général, quand vous avez une lettre qui est la première lettre du nom qui est déjà prise, ils utilisent la deuxième. Bah, là, Edit, E, il y a plein de raccourcis qui utilisent la lettre E, donc là, c'est Edit. Alors là, cette liste-là, vous la connaissez, bien sûr, mais vous ne la connaissez pas sous la forme des Articulation ID. Hein, et les Articulation ID, vous allez les afficher en allant dans le menu Présentation et en faisant afficher les Articulation ID. Voilà, et donc ici, vous voyez que, alors, voilà, ID, ici, ils sont tous sur 10. Et 10, c'est rien. Donc d'abord, je vais commencer par dire que cette petite chose-là ici, toutes ces notes-là, voilà, celles-là, je veux leur attribuer un Articulation ID qui correspond au marcato. Alors le truc, c'est que je ne me rappelle plus quel était le marcato. Donc je vais rouvrir mon EXS24 et l'éditeur. Voilà. Et donc, en groupe, donc marcato, marcato, marcato. Voilà, c'est staccato, downbow. Alors vous voyez, j'ai le downbow, c'est 3. Alors attendez, non, il faut que je raffiche mon sélection par regroupement. Downbow, c'est 2. Voilà, donc je suis en mode en 2. Donc tous ces... voilà, 2. Là, je suis en 2. Alors l'affichage est un peu moche là. Donc, je vais essayer d'agrandir la fenêtre si je peux. Parce que c'est vrai que ça se bouscule un petit peu. Hein, parce qu'il y a des... La durée là, ici, c'est vraiment pas très lisible. Donc là, je suis bien en 2. OK. Alors maintenant, je vais... Donc là, vous avez entendu quand j'ai changé, j'entendais... Voilà, ici, j'entends bien que je suis passé sur marcato. OK, donc maintenant, je vais choisir des pizzicato. Donc les pizzicato, pour une certaine groupe de notes, les pizzicato forte, donc c'est l'articulation ID numéro 3. Voilà, donc ici, je vais retourner, donc je vais fermer ça. Je vais pousser la fenêtre un petit peu, hein, c'est pas très académique, mais tant pis. Donc ici, ça concerne toute cette partie du milieu là.
Donc là, vous voyez, pour le moment, elle joue du legato ou on ne sait pas trop quoi. Donc là, toutes les notes sont sélectionnées ici. Et donc maintenant, je vais me mettre donc... Alors, j'ai perdu ma sélection, désolé, je vais le refaire. Voilà. Donc c'est cette note-là. Et ici, donc je vais passer... Voilà. Voilà, là, je suis en pizzicato. Voilà. Maintenant, il va falloir que je me préoccupe de cette note tenue ici. Elle joue ce que je veux, hein, les gâteaux. Et je vais simplement me préoccuper de ces 4 notes-là. Voilà, et ces 4 notes-là, vous voyez qu'elles sont en bas de ma liste. Voilà, les voilà. Et elles, je vais les mettre en ID pour avoir du trémolo. Alors, vous voyez, je suis en train de faire n'importe quoi parce que comme mon affichage n'est pas très bon, j'ai pas pris le bon. Voilà, là, je suis passé. Mais vous voyez, l'affichage n'est pas très... m'aide pas beaucoup. Voilà, donc je rallonge mes notes ici. Donc maintenant, on va écouter le résultat. Ben, on va entendre tout simplement que j'ai 4 articulations simultanées à l'intérieur de la même... Voilà, donc chose que, évidemment, n'est pas possible de faire autrement. Donc le principe de l'articulation ID, c'est bien ça. Ça vous permet, quand les banques ont été faites pour ça, et dans la nouvelle banque de Logic Pro 10, il y en a pas mal qui sont faites comme ça dans la banque orchestrale, hein, c'est réservé à la banque orchestrale, mais rien ne vous empêche de créer vos propres banques si vous samplez beaucoup des instruments un peu rares ou des choses comme ça. Là, vous pouvez tout à fait passer d'un type d'articulation à l'autre à l'intérieur du même programme en utilisant cette technique, hein. Donc je rappelle que ça se passe au niveau du mode Edit. Donc dans la fenêtre ici, vous allez d'abord grouper les échantillons évidemment, et une fois que les groupes ont été créés, eh bien vous allez tout simplement les glisser, donc glisser toutes vos zones dans les groupes correspondants et choisir un type de regroupement Articulation ID et choisir un numéro d'articulation. Et donc, vous voyez qu'ici, bon, bah, on a un programme quand même assez sophistiqué qui nous permet d'avoir un certain nombre de choses simultanées. Voilà, donc maintenant, je vais rebasculer sur la fin de ma présentation, hein. Donc, d'abord, il va y avoir évidemment la partie questions-réponses, hein. Donc, j'espère que vous allez pouvoir poser des questions. Donc, on me demande d'abord, pourriez-vous nous indiquer à quel point ces fonctionnalités sont également disponibles dans Logic 9, hein? Alors oui, bien sûr, dans Logic 9, ces fonctionnalités-là existaient. La seule chose que vous allez avoir de différent, c'est que, d'abord, je vous l'ai indiqué quand on est dans heu, l'éditeur d'échantillons, il faut à un moment donné pour la boucle, basculer sur l'affichage éditeur d'échantillons, je vous l'ai montré tout à l'heure. Bon, ça c'est une petite chose. Sinon, la plupart des fonctionnalités que je vous ai montrées là, hem sont vraiment, totalement, présentes déjà dans Logic 9, hein. Ça, il y a pas de problème, hein, pas de problème. Heu, alors comment on me demande de rappeler comment ouvrir, l'éditeur d'instruments. L'éditeur d'instruments, vous l'avez vu, hein, tout à l'heure, je vais pouvoir le remontrer, mais tout simplement, il y a un bouton Edit dans l'interface de l'EXS24, donc il suffit de cliquer dessus et ça ouvre cette deuxième fenêtre, hein. Voilà. Donc le bug d'affichage au niveau des sorties, bon là apparemment, il y a quelqu'un qui le rencontre aussi. Donc moi jusqu'à présent je ne l'avais pas rencontré, donc ça, il va falloir, faire une petite investigation là-dessus, hein. Il faudra faire une petite investigation. Alors ensuite, on me demande si, il va y avoir une vidéo complète. Alors sachez déjà que ce webinaire, il est enregistré, donc vous pourrez le revoir dans votre espace SACEM+ pour ceux qui sont adhérents SACEM+, et pour les autres sur le channel YouTube de Apax Design, mon centre de formation. Bon, ça, c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir revoir les choses. Donc, vous le verrez, vous recevrez de toute façon, ceux qui ont participé, un petit mail d'ici 24 heures, je pense, dans lequel il y aura le lien pour revoir la vidéo, hein. Alors, n'est-ce pas plus simple d'avoir plusieurs pistes que d'utiliser les Articulation ID? Bah, oui, mais ça dépend, parce que c'est vrai que là, vous avez des programmes.
dans Logic Pro 10 et dans Logic Pro 9 aussi, je pense qu'il y en a quelques-uns, mais ça, il faudra vérifier, qui existent, qui sont déjà faits comme ça. Donc, les charger 4 fois alors qu'on a la possibilité de faire autrement, non. Je pense que c'est vrai que l'Articulation ID, aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est d'avoir des banques de sons qui soient développées selon cette chose-là. Alors, Apple en développe. On sait bien l'hégémonie de Contact sur les banques de sons, hein, et c'est vrai que j'utilise moi-même Contact pas mal, mais c'est vrai que bon, Contact, quand on doit charger plusieurs fois les mêmes banques simplement pour être capable d'avoir les mêmes des articulations différentes simultanément, bah là, en l'occurrence, c'est quand même beaucoup plus ergonomique en termes économique en termes de CPU de pouvoir faire comme ça. Donc c'est vrai que soit il faut utiliser des banques, donc les gens qui finalement ont utilisé n'ont pas acheté de banques supplémentaires et veulent se contenter de ce qu'il y a dans Logic qui est déjà quand même assez copieux, ça permet d'avoir finalement une fonction que les gens pensent ne pas disposer, dont les gens ne pensent ne pas pouvoir disposer dans Logic, c'est-à-dire un système de key switch. C'est un système de key switch qui est plus évolué que le key switch. Maintenant, c'est vrai que c'est surtout valable dans les banques livrées par Logic. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de banques qui soient déjà développées de cette manière-là par d'autres constructeurs, hein. Ça, peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas exactement. Par contre, si vous faites vous-même votre sampling, par exemple, vous samplez des instruments ethniques rares ou des choses comme ça, là, vous allez pouvoir vraiment créer un programme qui va être complètement utilisable. Et l'articulation ID, c'est quelque chose que vous pouvez piloter depuis un contrôleur MIDI, si vous faites du main stage ou des choses comme ça, par exemple, même en live, hein. Donc, mais bon, c'est vrai qu'utiliser plusieurs pistes, ça peut être tout à fait quelque chose de rapide, hein, et pourquoi pas, hein, si votre ordinateur le suppose. Mais je pense que voilà. Alors là, j'ai cette question qui revient. Je n'ai pas le bouton pour ouvrir l'éditeur d'échantillons à côté de mon EXS24. Alors oui, bien sûr, parce que vous êtes en mode où les fonctions avancées de Logic ne sont pas affichées. Alors je vais revenir dans Logic juste 2 minutes pour que vous voyez la manip qu'il y a à faire. Ça se situe au niveau de vos préférences de Logic Pro 10. Donc vous allez dans les préférences outils avancés. Et donc, ici, il faut absolument que les outils avancés soient cochés et que toutes les cases soient cochées, hein. Donc vous pouvez faire tout sélectionner, ça marchera très bien. Et donc du coup, vous allez voir disparaître les joues en bois façon GarageBand de Logic, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits détails d'édition qui ne seront pas activés tant que ces outils avancés ne sont pas activés, hein. Donc il faut arriver à cette petite manip là, c'est pas compliqué et ça sera à faire qu'une seule fois. Alors, donc, j'ai une question de Greg ici qui me dit: «Si je comprends bien, le sampler utilise le morceau d'origine. Alors si on fait des modifs dans le sample editor, sont-ils destructifs? Il faudra faire un bounce». Alors absolument, attention, quand vous utilisez effectivement les échantillons dans le XS24 et qui proviennent de l'arrangement, si vous faites des modifications dans le sampler editor, ils vont être destructifs, c'est vrai. Donc, ce qu'il faut toujours faire quand vous êtes dans le sample editor et que vous comptez faire des manipulations destructives dans le sample editor, c'est faire soit, alors je vais le remontrer ici, c'est faire soit, alors, une petite manip, excusez-moi. Hop, donc j'ouvre mon éditeur, voilà, et je vais ouvrir dans l'éditeur d'échantillons. Voilà, soit faire un backup avant de commencer vos manipulations. Ça, c'est dans le cas où vous voulez être sûr d'avoir une porte de sortie en cas où ça tourne mal et que votre editing se passe mal. Parce que vous savez que par défaut, dans l'éditeur d'échantillons, vous n'avez que 5 niveaux d'undo. C'est quelque chose qui se règle au niveau des préférences. Dans préférences générales, editing, vous pouvez augmenter le nombre de pas d'undo de l'éditeur d'échantillons, ce que je recommande vraiment de faire si vous en faites beaucoup. Donc, si vous êtes arrivé au bout de vos undo, vous pouvez toujours récupérer le backup, ou alors, quelque chose de encore mieux, enregistrer une copie sous, et donc là, vous créez vraiment un fichier indépendant. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, votre fichier ne sera plus celui de l'arrangement d'origine, et donc toutes les manips que vous pourrez faire
seront non destructifs pour les fichiers d'origine de l'arrangement, puisque en fait, vous serez en train de travailler sur une copie du fichier d'origine, hein. Donc, si c'est un fichier d'un seul bout, vous pouvez faire enregistrer une copie sous, ou si vous avez effectué une sélection à l'intérieur, à ce moment-là, hein, enregistrer la sélection sous, et ça va devenir un échantillon indépendant. Voilà, donc ça, c'était la question de Greg. J'espère que ça répond à la question. Alors, Paula qui nous demande que le shortcut pour le Marquee Tool, c'est quoi? Bah, c'est commande, hein, c'est toujours commande, c'est l'outil commande, le Marquee Tool. Donc, ça, c'est quelque chose qu'effectivement, j'incite tout le monde à intégrer vraiment, hein. Bon, il y en a parmi vous, notamment toi, Paula, je crois, qui a suivi une formation chez Apex Design. Donc là, tu n'as aucune excuse de ne pas te rappeler de ça, ouaf, ouaf, ouaf. C'est qu'ici, vos deux outils qui sont ici, dans l'arrangement, le meilleur couple, c'est toujours le pointeur et le Marquee Tool, hein. Le Marquee Tool qui est cet outil sélecteur. Donc évidemment, vous n'allez jamais le sélectionner ici dans le menu, hein. Vous allez tout simplement faire commande, et quand vous appuyez sur la touche commande, cette touche-là, vous voyez que votre pointeur se transforme en Marquee Tool. Et là, vous pouvez faire des sélections à l'intérieur de la région, vous pouvez faire ce que j'ai fait tout à l'heure, hein. Et alors, pour ce qui est de ce que j'ai montré tout à l'heure, parce que je vais être tout à fait précis là-dessus, j'étais dans ma piste de caisse claire qui est ici, hein. Donc, si je fais un petit zoom à cet endroit-là, là, je me suis servi du Marquee Tool pour simplement cliquer une fois. Alors regardez, je vais cliquer n'importe où, hein. Donc là, c'est un marqueur de marquis. C'est pas la tête de lecture, il ne faut pas confondre. Et donc là, quand je vais relâcher ma touche commande, bah, évidemment, le pointeur disparaît, enfin, le pointeur redevient un pointeur, elle devient plus le Marquee Tool. Et là, je me déplace avec mes flèches horizontales, et en rajoutant la touche Shift, bah, je vais pouvoir faire une sélection qui va prendre toute la zone jusqu'à la prochaine transitoire. Voilà, c'est ça un petit peu le principe, hein. Donc le Marquee Tool, effectivement, dans l'arrangement, je sais très bien que tout le monde le connaît, mais c'est vrai que cette fonction-là, elle est éventuellement un petit peu moins connue. Merci Julien de me remercier. Jean-Pascal, alors, attention, parce qu'effectivement, la question, je suppose, de Jean-Pascal Decour, c'est de savoir si ce système des Articulation ID fonctionne aussi avec les banques East-West et en particulier Symphonic Orchestra. Non. Dans ce cas-là, effectivement, si vous travaillez avec East-West et des plugins qui utilisent les key switch, hein, qui sont la grande majorité, notamment les East-West, mais aussi la VSL, enfin, énormément de plugins. Dans ce cas-là, vous allez devoir utiliser les key switch, hein. Les key switch, malheureusement, voilà, ça fait pas ce genre de choses-là. Alors, ceci dit, si Jean-Pascal, tu es un expert en environnement, je pense que c'est tout à fait possible dans Logic de demander que, par exemple, un certain Articulation ID puisse être reconverti en temps réel par l'environnement en une note MIDI. C'est tout à fait possible de faire ça. Donc, si tu veux faire ce genre de choses-là, ça sera tout à fait possible. Mais là, je ne vais pas pouvoir le montrer maintenant, hein, effectivement, hein. Voilà, donc j'ai cette petite mention aussi de Jean-Pierre qui me dit qu'il aimerait voir souvent ce genre de fonctionnalités montrées et de webinaires faits. Alors ça, c'est le cas, hein. Maintenant, là, on a des webinaires très très réguliers via SACEM+, pour ceux qui sont à SACEM+, et pour les autres, vous pouvez tout simplement savoir que vous recevrez une petite newsletter dans laquelle les prochains webinaires seront indiqués. Donc le prochain webinaire, il va avoir lieu vendredi à 11 h et il concerne Sibelius, hein. Il va être consacré à quelque chose qui va, à mon avis, intéresser tous ceux qui font du Sibelius et de la copie. C'est comment saisir les notes, les manières efficaces de saisir les notes dans Sibelius. Donc j'enverrai à ceux qui sont inscrits aujourd'hui le lien d'inscription. Donc ceux qui seront intéressés n'auront qu'à s'y inscrire. C'est pas moi qui ferai la présentation. C'est un vrai spécialiste certified, avide, qui est prof au Conservatoire supérieur de Paris. Donc autant vous dire que c'est une pointure.
Alors oui, un petit webinaire sur l'environnement, ça serait bien, effectivement, mais un webinaire sur l'environnement, c'est tellement vaste l'environnement que, ce qui serait bien, c'est d'imaginer des petits scénarios d'environnement qui serviraient à quelque chose. Bah, peut-être qu'effectivement l'articulation ID, ça pourrait être une piste. Je vais y réfléchir. Alors, donc, heu, quelles sont les possibilités du routage du signal de l'EXS24 en interne? Alors, attention, parce que là, en interne, si c'est de l'audio, rien du tout. Donc la philosophie de Logic, elle est simple. C'est que, Logic a une philosophie d'ingénieur du son et je pense qu'on est tous en train de devenir ingénieur du son en tant que musicien, producteur, et cetera. Je pense que, c'est la philosophie de dire que le mixage, ça se fait dans la table de mixage. Donc les possibilités de routage en interne de l'audio, elles n'existent pas, hein, c'est les sorties séparées qui sont là pour prendre ce rôle-là et donc à partir de ce moment-là, on va avoir, bah, des pistes séparées sur lesquelles on va pouvoir appliquer, bah, des plugins, de l'automation, du panoramique, du volume et cetera, des bus, tout ce qu'on ferait dans une table de mixage. Ce qui sera toujours de loin beaucoup plus puissant que tout ce que vous pouvez faire à l'intérieur d'un plug. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de gens utilisant Kontakt comme moi, qui savent qu'on peut faire des choses à l'intérieur de Kontakt, bah, avec la table de mixage. Mais franchement, c'est une vraie usine à gaz. Ça fait un truc de plus à savoir manipuler qui est pas simple à manipuler. Donc franchement, tout ce qui peut être fait dans la table de mixage, moi je conseille de le faire dans la table de mixage. C'est là que ça doit se terminer. Et un ingénieur du son, il ferait comme ça. Donc nous, on essaye d'être des ingénieurs du son, peut-être pas aussi experts que certains autres. Encore que maintenant, on commence à être mieux en mieux. Mais voilà. Alors bon, par contre, c'est vrai que, bon, il y a des possibilités de routage MIDI et de matrissage, hein, mais ça, j'ai choisi de pas parler de ça parce que c'est vraiment plus du sound design que du sampling pur, hein, donc ça vient après. Donc effectivement, le mapping, des effets dans le et les effets, le routing de la modulation notamment, et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec la modulation sur les samples dans Logic, bah tiens, voilà, ça serait un très bon, un très bon sujet. Alors voilà, bah, je vois des suggestions, un webinaire sur l'arpégiateur. Bah ça, c'est prévu, hein, Tony, hein, c'est prévu, donc ce sera fait, hein. Il y a pas de problème et on me propose aussi l'intégration de Logic dans Final Cut. Alors l'intégration de Logic dans Final Cut, ça, c'est peut-être quelque chose que je ferai, en prélude à, la façon dont on utilise, Logic quand on fait de la musique à l'image. C'est vrai que c'est quelque chose de d'intéressant, je le ferai. Bon, vous savez que je vais en parler là maintenant justement une fois que j'aurai fini, de répondre aux questions et je crois qu'on arrive un petit peu au bout. Je vais vous parler des formations qu'on propose, hein, et notamment on a une formation musique à l'image qui inclut, ce genre de choses, hein. Donc mais le webinaire sur l'arpégiateur, sachez que toutes les questions que vous avez posées aujourd'hui, elles sont stockées. Donc on sait qui a posé quelles questions, donc c'est vrai que s'il y a des questions plus spécifiques, j'y répondrai, hein. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout. Mais voilà, bon, en tout cas, je passe à la suite. Heu, on a des formations Logic Pro X, hein, donc les formations Logic Pro, il y en a certains parmi vous, qui les ont, déjà suivies, hein. Je vois quelques noms dans la liste. Alors évidemment, il y a, des personnes qui ont suivi des formations sur des anciennes versions du Logic Pro 8, hein. Je pense à Gérard. Bon, bah, se mettre à jour, effectivement, Logic Pro 10 apporte beaucoup de nouvelles choses, hein. Donc j'ai fait des webinaires pour la SACEM et pour Logic Pro 10 sur les nouveautés. Elles sont consultables, ces vidéos, les enregistrements des webinaires, sur notre channel YouTube, hein. Donc vous cherchez Apax Designs sur YouTube, Logic, vous allez tomber sur nous, ou autrement, pour ceux qui sont sur SACEM+, dans leur espace SACEM+, vous retrouvez les liens, hein, il y a pas de problème. Alors, ces formations-là, bon, il y a plusieurs niveaux, hein, effectivement, certains sont des certifications. Ça concerne surtout les gens qui, effectivement ont du financement, via l'AFDAS ou, via l'ex-DIF, hein. Alors là, pour le moment, c'est vrai qu'on est en pleine réforme de la formation, donc c'est un peu compliqué. Donc, ce que je vous conseille de faire, on a une petite fiche contact ici, vous voyez, qui est apparue. Vous pouvez très bien, en cliquant sur, fiche contact, cliquez sur le bouton téléchargement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Apax Designs, bah, vous avez les coordonnées pour nous joindre si vous avez des questions ou si vous voulez avoir des renseignements sur les formations.
Donc vous pouvez le télécharger dès maintenant, hein, je vous invite à le faire parce qu'après la fenêtre va disparaître et vous ne pourriez plus y accéder. De la même manière que vous pouvez tout à fait ouvrir, en cliquant le petit lien des formations conventionnées AFDAS, donc pour les gens qui sont concernés par, le conventionnement AFDAS, c'est-à-dire les intermittents, du spectacle et les auteurs SACEM, qui, atteignent un certain niveau de droit d'auteur. Alors je fais une petite précision là-dessus. Pour avoir droit au financement de la SACEM, le financement, des formations de la SACEM, il est de 7 200 € hors taxes par an. C'est quand même un gros budget. Chacun peut en disposer une fois par an, et le répartir sur autant de formations qu'il veut, hein, donc aussi bien dans les formations que nous on propose que dans d'autres centres, bien sûr. Donc là, vous pouvez cliquer sur le lien, en cliquant sur le bouton parcourir là, que vous avez dans la petite fenêtre adresse utile. Vous sélectionnez les formations conventionnées, vous cliquez sur parcourir, ça va vous ouvrir une fenêtre navigateur et vous serez directement sur la page de notre site. Donc si vous êtes intermittent ou auteur, vous avez des liens directement sur le site de l'AFDAS pour savoir quelles sont les conditions d'éligibilité. Hein, donc en gros, pour les gens qui sont à la SACEM, il faut que vous ayez fait 9 000 € de droits d'auteur sur les 3 dernières années, hein, donc une moyenne de 3 000 par an en gros, hein, donc ce qui est assez possible à atteindre. Donc voilà. Alors, au niveau de ces infos-là, effectivement, bon, le site de l'AFDAS, bah, c'est là que vous allez retrouver les formations qui sont conventionnées chez nous, hein, donc ça, c'est des formations où vous avez automatiquement droit au budget, parce que le budget est réservé. Donc si vous avez les droits en tant qu'intermittent ou en tant qu'auteur, bah, vous avez l'accès à la formation automatique, il n'y a pas de problème de fin de budget. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Hein, et sachez que pour ces formations conventionnées AFDAS, hein, je le redis, le site, le lien que vous avez là dans Parcourir et que vous pouvez ouvrir dès maintenant ou copier si vous voulez pour le regarder plus tard, c'est une page de notre site qui répertorie toutes les formations conventionnées pour les musiciens et donc les musiciens intermittents ou compositeurs, auteurs à la SACEM. Voilà, donc on arrive à la fin du webinaire, hein. J'espère que ça aura été utile. Donc n'hésitez pas, à la fin de ce webinaire, vous allez être redirigé vers un petit formulaire de satisfaction. Alors je sais que ça fait très corporate, et cetera, mais nous, on a besoin de ça vis-à-vis de la SACEM, parce que la SACEM, pour que les gens, finalement, de la SACEM sachent que ça a un écho auprès de vous, auprès des utilisateurs, et puis même si vous n'êtes pas de la SACEM parce que vous l'avez trouvé via un réseau social ou ce genre de choses, bah, c'est important pour nous, hein. Merci pour les applaudissements de tout le monde, c'est sympa. Donc, il y aura d'autres webinaires. Puisque vous êtes inscrit là, bah, vous recevrez des informations sur les prochains. Hein. Donc sachez qu'en gros, les webinaires, il y a plusieurs thématiques. Les thématiques principales en ce qui concerne la SACEM, c'est donc Logic Pro. Et donc, on ne va pas faire de choses très généralistes dans Logic Pro, mais plutôt des points comme ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, avec le XS24, l'arpégiateur, l'utilisation du XML avec Final Cut pour la musique de film, ce genre de choses-là. Et on le fait également donc sur Sibelius, sur Pro Tools, sur Ableton Live, et bientôt je vais le faire sur MainStage. Hein, MainStage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel d'Apple qui est un peu le binôme de Logic pour quand on fait de la scène avec son ordinateur et qu'on veut transporter son projet créé en home studio sur scène. C'est des formations qu'on donne, nous en conventionné AFDAS aussi, mais en tout cas, on va faire des petits webinaires d'initiation à MainStage parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est et qui éventuellement ont besoin d'un peu d'éclaircissement. Voilà, donc en général, les infos sont sur votre page SACEM+, pour les utilisateurs SACEM+. Et donc, j'espère que vous avez tous cliqué sur le lien parce que là, je vais passer à la dernière fenêtre dans laquelle je vous dis au revoir, à la prochaine. Je vais vous envoyer à tous un petit lien également pour le webinaire Sibelius s'il y a des gens que ça intéresse. Et donc, je vous dis à tous à très bientôt. Vous allez être redirigés normalement sur le formulaire d'évaluation. Je vous demande de le remplir, c'est vraiment sympa si vous pouvez le faire. Merci pour vos applaudissements et à très bientôt.